Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Antoine. Hello. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Mais je vais trop bien, je vais plus que bien même. Je suis si contente de t'avoir dans le podcast, surtout dans mes oreilles, devant mes yeux. Mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, vraiment. Mais surtout, merci à toi, ça me fait super plaisir d'être là. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va arrêter le suspense. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Hello, moi c'est Antoine Girard, ça on l'aura compris. J'aime bien commencer quand je me présente par dire que je suis quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a de la valeur à apporter au monde. Et je me suis donné pour mission d'aider les gens à faire en sorte que cette valeur leur soit rendue en étant respectée, estimée et en l'occurrence payée. Et pour faire ça, j'aide les gens principalement sur deux aspects. Un, faire en sorte qu'ils soient payés à leur juste valeur. En général, ça va être des solopreneurs, freelance, prestataires de services, etc. Et faire en sorte d'être choisis pour eux et pas pour leur prix. Parce que avoir des prix justes, c'est cool, mais si on va chercher moins cher ailleurs, c'est moins cool. Du coup, faire en sorte de vraiment qu'ils soient choisis pour eux, leur message, leur vision, enfin bref, plein de choses, mais pas pour leur prix. Et puis voilà, ça fait 2 ans que je suis lancé. Et voilà un peu ce qui me résume le mieux. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de money, on va parler de moula, on va parler d'argent, on va parler de prix, de tarifs. Bref, on va parler de tout ça. C'est ton métier. C'est là où c'est presque ta langue maternelle finalement parce que tu parles de ça partout, tout le temps, constamment sur l'ensemble de tes canaux et tout le contenu que tu mets à disposition est hyper riche. Donc d'autant plus ravie que tu viennes partager toute cette richesse ici. Dans le podcast. Mais avant, une petite question me taraude avant d'aller dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu en es venu à exercer ce métier ? Alors, j'adore cette question parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, mais C'est j'adore y vrai ? répondre à chaque fois. Pardon, Mais la redondance. non, mais en fait, j'adore cette question parce que elle vient casser certaines choses et puis je trouve l'histoire un peu jolie derrière. Ok. En fait, j'ai pas de formation, j'ai rien fait sur ce sujet-là à la base. C'est juste qu'un jour, j'ai voulu créer un compte Instagram de base pour avoir des clients en tant que graphiste freelance, rien à voir. Sauf qu'en fait, je m'étais retrouvé à créer du contenu, surtout qui donnait des conseils à d'autres freelances plutôt qu'à chercher des clients. Et voilà, je me suis pris au jeu, j'ai continué à donner des conseils comme ça. Un jour, on m'a dit, Antoine, peut-être tu devrais essayer de faire du coaching. Moi, j'étais là, mais moi, je suis personne, j'ai jamais fait de choses avant. Enfin, coach de quoi ? Enfin, genre, je sors de nulle part. Et du coup, je me dis pourquoi pas essayer. J'ai proposé à 2 personnes, je leur ai dit écoutez, je suis personne, juste j'ai un petit truc à vous apporter. Voilà, je sors nulle part, mais j'ai un petit truc à vous apporter. Est-ce que ça vous intéresse de tester avec moi ? Et ces 2 personnes m'ont dit oui. Et les 2 sont passés de quasiment pas de clients à des listes d'attente sur plusieurs mois, en ayant l'une doublé ses prix, l'autre triplé ses prix. Je me suis dit, Wow. c'est un démarrage plutôt pas mal. Et alors que de base, à ce moment-là, je n'étais vraiment pas spécialisé sur ce pricing ou quoi. C'était vraiment, je donnais des conseils business au sens large, stratégie, comment client idéal, etc. Et en fait, quand je me suis dit, OK, peut-être que je vais me lancer là-dedans, je voulais mettre du sens là-dedans. OK, mais je veux faire quoi concrètement ? Et en fait, ce qui était le plus important pour moi, en fait, la cause qui est importante pour moi, c'est vraiment que je considère qu'on vit dans une société à l'heure actuelle qui vraiment estime pas la valeur des gens, ou que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, on veut toujours plus pour toujours moins cher, alors que on apporte de la valeur et je considère que on mérite en fait que cette valeur nous soit rendue, ne serait-ce que si on n'a pas les moyens, parce que si on n'est pas bien payé, on peut pas bien payer les autres, etc. Ça crée un cercle vicieux comme ça. Et donc, c'était hyper important pour moi d'aider les gens à payer à leur juste valeur. Et quel sujet s'était imposé à moi le plus logiquement, en fait, qu'est-ce qui pouvait être le plus grand levier qui était devant moi pour pouvoir le faire ?
c'était en l'occurrence le pricing. Et du coup, en fait, j'ai pu développer cette expertise-là au fil du temps avec mes clientes, mes clients et mes clientes, genre ma réflexion derrière, etc. Donc voilà, c'était pas stratégique. Je me suis pas dit, oh, il y a personne qui parle de pricing, je vais prendre le canot. Non, non, c'était juste ce qui me semblait le plus pertinent, le plus voilà, et jusqu'à maintenant où c'est devenu mon expertise, on me connaît pour ça. Trop bien, mais quel parcours et belle histoire, en effet. Merci beaucoup. J'ai envie, grâce à cet épisode de podcast, de pouvoir aider les auditeurs et les auditrices à fixer des prix justes et rentables. Mais commençons Mhm. avec le prix juste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça concerne en fait? Et surtout, comment on le trouve? Alors, commençons par le commencement. C'est quoi Yes? un prix juste? En fait, j'aimerais déconstruire par dire ce que ce n'est pas. Mhm. En fait, on s'imagine souvent quand on parle de prix juste comme s'il y avait une sorte de valeur universelle pour chaque produit et service qui existe. Qu'on va se rattacher à dire que normalement, les prix qui se pratiquent, ça va être ci, ça va être ça, etc. Et je suis d'accord que pour certains sujets, notamment les besoins primaires, genre la nourriture, le logement, etc., peut-être qu'on devrait peut-être cadrer tout ça. En revanche, pour la plupart des autres domaines, et quand on fait du B2B ou quand on fait des choses qui relèvent pour moi du luxe, dans le sens où c'est pas nécessaire, Mhm. c'est un peu plus flou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait une valeur universelle à chaque chose, parce qu'en fait, c'est quoi en définitive qui fait la valeur de quelque chose? C'est l'ensemble de l'impact que ça va avoir auprès d'une personne, d'un groupe de personnes. Sauf que un même produit, un même service, une même offre n'aura pas le même impact auprès des personnes en fonction de si tu vises un particulier, une multinationale, Mhm. les enjeux derrière, combien de personnes ça va impliquer, etc. Ça va changer, donc la valeur va changer. Et donc, le prix juste, ça va dépendre de quelle valeur tu apportes à qui. Et donc, si la valeur change, le prix juste va changer, entre guillemets aussi. Donc, en fait, déjà, le prix juste, c'est pas genre un prix sur lequel tout le monde devrait se rattacher dessus. Le prix juste, il va dépendre de toi, Mhm. qui tu es, qu'est-ce que tu apportes et à qui. Et donc, en définitive, pour moi, le prix, en fait, comment on sait qu'un prix est juste? C'est euh, souvent quand j'expose ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu bugger les gens. C'est que pour que ton prix soit véritablement juste, il faut que ce soit un prix que tu aies choisi. Mhm. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que en âme et conscience, tu sais quelle valeur tu apportes aux gens, tu sais qu'est-ce que attendent les gens, tu sais quels sont tes besoins, etc. Et que tu vas véritablement choisir ton prix. En général, on ne sera pas vraiment les acteurs de la personne qui va choisir nos prix parce que, par exemple, on va se baser uniquement sur nos besoins financiers, donc ou bien notre sentiment de légitimité, ou Mhm. bien notre marché. Et en définitive, ces trois éléments-là, c'est pas vraiment nous qui faisons un choix, ce sont notre syndrome d'imposteur, nos finances personnelles et puis les concurrents qui ont fait une petite réunion au sommet sans nous pour prendre nos prix. Et en fait, c'est pas vraiment nous qui avons fait un choix. Et pour moi, notre prix est véritablement un choix. Et c'est là où en général ça fait bugger les gens, c'est que notre prix est véritablement un choix quand ça pourrait être un autre prix. Quand il pourrait être moins cher, parce qu'on pourrait se permettre de faire moins cher, on resterait rentable, mais on a décidé que notre prix a une certaine valeur, on ne veut pas le faire moins cher, Mhm. qui pourrait être plus cher et on continuerait à vendre si on mettait plus cher, mais on a décidé que non, on voulait rester là parce que on a envie de laisser ça accessible à un certain type de personnes, etc. Bref, quand notre prix vraiment, il pourrait être plus cher, il pourrait être moins cher. Et donc, si je boucle la boucle, notre prix est juste quand on l'a véritablement choisi. On l'a véritablement choisi quand, en fait, ça pourrait être un autre prix. Donc, notre prix est juste quand on sait que, en fait, ça pourrait être un autre prix. Ok, que ce soit plus ou moins cher. Mais c'est nous qui l'avons déterminé Voilà. comme ça. Voilà, Ok. du moment qu'il a été choisi comment dire, du moment que tu l'as vraiment choisi avec, voilà, enfin, pour faire ton choix, tu t'es forcément basé sur ce que je vais exposer un peu plus Ouais. loin, sur comment la valeur réelle de ton offre, la valeur perçue qu'elle a, tes besoins financiers, tes objectifs financiers, les capacités financières de ta cible. Bref, Mhm. plein d'éléments que tu vas définir pour savoir, ok, tu t'appuies sur quoi pour choisir ton prix. Et ben, quand tu as vraiment fait cet exercice de faire le choix de ton prix, a priori, il sera forcément juste, entre guillemets. Ok. Donc c'est quand on trouve le prix juste qu'on fixe son tarif, c'est la même chose. Ouais. Ok, ça marche. Mhm. Généralement, quand on va fixer nos tarifs, qu'on cherche en fait son prix juste, ses tarifs, on va regarder bien ce qui se passe sur le marché. Hashtag bonjour la concurrence. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Comment on se compare de façon positive et comment surtout on évite de terminer en PLS, en boule devant Netflix en se disant ah, j'ai pas ma place, j'ai pas ma position, c'est quoi ces prix, je comprends rien.
Explique-nous. Alors, la concurrence, pour moi, elle joue pas un grand enjeu, surtout dépendamment de ce qu'on fait. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit juste avant, en fait, déjà, c'est qui un concurrent, entre guillemets? Parce Mmh. que déjà, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à la valeur, que ça va dépendre des gens, une personne ne sera considérée comme concurrente que si elle vise les mêmes personnes que toi, Mmh. qu'elle a le même angle que toi, qu'elle va résoudre la même problématique que toi auprès des mêmes personnes. Déjà, ça élude beaucoup de personnes. Ça, comment dire, ça élude vraiment beaucoup de personnes. Et donc, dans les personnes qui restent, qui effectivement visent les mêmes personnes que toi, ont le même angle que toi, etc., tu peux venir commencer à regarder comment dire, comment ça se passe. Mais même à ce stade-là, euh, en définitive, ça va pas t'apporter grand-chose d'aller regarder quel prix ils font, parce que si tu as fait l'exercice que j'ai dit juste avant de faire le choix de ton prix en fonction de la valeur, etc., et ben ça va pas en général, ça va pas t'apporter grand-chose de connaître le prix des autres, parce que si eux ils ont un syndrome d'imposteur XXL comme le tien, voire même plus gros que le tien, Mmh. juste ils auront un prix plus bas, mais pas parce que c'était plus juste pour eux, simplement parce qu'ils se sentaient pas légitimes à faire plus haut. Donc en fait, je dirais pas de faire comme si la concurrence n'existait pas, mais pour moi, c'est pas vraiment un facteur déterminant. Mmh. En tout cas, quand on est, quand on est à échelle humaine, quand tu vas viser des grosses entreprises ou ce qui va les intéresser, surtout, OK, retour sur investissement, c'est quoi vraiment le plus rentable, etc. Enfin bref, genre de choses, effectivement, là, ça risque de devenir un peu compliqué. Mais quand tu vas viser soit des particuliers, soit des entreprises qui sont encore à taille humaine, genre des solopreneurs ou des petites structures avec 5, 7 personnes, etc., qui vont vraiment faire leur choix de prestataires ou de services en fonction de, OK, d'accord, il y a un certain retour sur investissement, mais je veux aussi choisir la personne parce qu'on a des valeurs en commun, parce que la Mmh. personne, vraiment, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Dans ce cas de figure, c'est pas forcément nécessaire de regarder le prix des autres. Mmh. Par exemple, personnellement, quand je me suis lancé, j'ai à aucun moment regardé combien coûtaient les coachs sur le marché. J'ai juste fixé le prix qui me paraissait le plus juste à moi. Mmh. Au niveau des gros termes techniques qui peuvent faire peur comme, rentabilité, retour sur investissement, et cetera, et cetera. Hem, Mhm. je suis bien consciente qu'effectivement, ce sont des choses qu'il faut absolument quand même regarder pour pas travailler dans le vent, pour quand même faire du business et donc développer son activité. Heu, en tout cas pour ma part, moi je suis dyscalculique et du coup les chiffres, c'est une cinquième langue, genre, mais vraiment très lointaine, presque langue morte, tu vois? Du coup, ça crée quand même vachement de croyances limitantes, vachement de blocages. Hem et pour les personnes qui peuvent aussi se reconnaître dans ce que je viens de dire, sans parler de dyscalculie, mais vraiment genre: «Ouh là là, mon Dieu, les chiffres, je les comprends pas, je veux pas les voir, surtout pas». Est-ce que on peut quand même fixer ses tarifs très simplement, avec des calculs très simples de: «J'ai besoin de ça pour la rentabilité de mon entreprise». Est-ce que ça peut être Alors, très simple? alors oui, ça peut être le plus simple du monde, parce que j'ai une bonne nouvelle, que en fait, est-ce que ton prix est rentable ou pas, c'est juste une information parmi d'autres. Il y a Mmh. beaucoup de personnes qui vont se servir de combien leur coûte leur charge, etc., pour justifier leur prix, alors que ça ne justifie rien du tout. C'est pas parce que tu dois passer beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent dans quelque chose que ça justifie que tu fasses payer beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Tu peux passer très peu de temps sur quelque chose qui vaut beaucoup et passer beaucoup de temps sur quelque chose qui vaut peu, etc. Mmh. Donc, alors en définitive, il faut effectivement être rentable, hein, évidemment, mais c'est pas le critère numéro un, contrairement à ce qu'on fait de manière la plus instinctive au début quand on veut fixer ses prix. Ensuite, pour définir ta rentabilité, c'est très simple, hein. Tu fais juste combien de charges tu as. Tu fais une simple addition de toutes tes Mmh. charges mensuelles les charges fixes, puis les charges variables si tu Mmh. en as, c'est-à-dire à chaque fois que tu dois vendre un produit ou un service, quelles charges ils sont rattachées pour pouvoir, Mmh. pour pouvoir faire ce produit ou ce service. Et donc, tu fais juste une bête addition. Et là, du coup, tu te retrouves avec ton minimum vital pour être rentable. Bon, après, là-dessus, en fonction de ta situation, si tu es solo ou pas, tu rajoutes tes charges personnelles parce que pour Mmh. savoir combien d'argent tu as besoin pour toi, etc. Enfin, mais en fait, de base, c'est juste une bête addition. Et en fait, comment dire, c'est plus simple de le calculer à l'année. Donc, c'est quoi tes charges annuelles? Et du coup, a priori, dans tes objectifs, tu penses que tu serais capable d'avoir combien de clients à l'année au minimum. Et donc, c'est une bête division, hein. Combien tu as de charges divisé par le nombre de clients normalement que tu es censé avoir. Tu as ton minimum pour être rentable. Et encore une fois, la plupart des gens se contentent de ça pour définir leur prix.
Ce n'est qu'un calcul de rentabilité. Ce n'est Mhm. rien d'autre. C'est pas plus, c'est pas moins, mais c'est pas plus. Oui. C'est quand même, enfin, c'est la théorie, j'ai envie de dire, un peu de base pour juste assurer la rentabilité de son entreprise. Mais effectivement, et tu l'as souligné plusieurs fois, ça ne justifie en rien la valeur en fait de l'offre et du produit. Parlons de valeur. Comment est-ce qu'on connaît sa propre valeur? Alors, alors du coup, par comment dire, par abus de langage, je vais dire, en général, je vais dire ta valeur, mais ça, en fait, on va plus parler de valeur d'une offre en particulier, Mhm. parce que comment dire, euh, parce que c'est plus, ça sera plus pertinent comme ça. Mais en fait, comment tu fais pour savoir quelle valeur a une offre, un service, un produit que tu veux donner? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Sur le principe, c'est simple. Ok. Tu listes, en fait, quelque chose que normalement tout le monde fait quand on veut faire de la vente, c'est tu listes tous les bénéfices qu'a ton offre. Qu'est-ce que ça va apporter à la personne? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Voilà, c'est quoi l'avant-après? Si jamais elle ne prenait pas ton service, qu'est-ce qu'elle devrait dépenser pour pallier au fait que du coup elle cherche un espèce de système D pour le remplacer, etc. Mhm. Et donc, quand tu te retrouves avec une liste de bénéfices comme ça, chaque bénéfice, tu essayes d'y rattacher un coût monétaire, soit, comme je disais, soit purement parce que tu le rattaches à de l'argent, soit un manque à gagner. Et tu te retrouves avec une somme. Alors, ce ne sera pas possible d'avoir une somme exacte, hein, évidemment, mais une espèce d'approximation de la valeur réelle de ton offre. Attention, cette valeur réelle peut monter très, très haut, très, très vite. Mhm. C'est pour ça que c'est un élément parmi d'autres. C'est pour ça qu'on va surtout se rattacher sur la valeur perçue par derrière. On pourra peut-être en parler juste après. Oui. Mais pour rester sur vraiment estimer la valeur de ton offre, c'est vraiment additionner la valeur de chacun de tes bénéfices. Je donne un exemple parce que des fois, ça peut être assez abstrait. Par exemple, alors, on fait du podcasting. Mhm. Par exemple, moi, mon podcast, je ne fais pas le montage parce que j'ai horreur de ça. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un de faire le montage à ma place. Je fais un épisode par semaine. Et moi, pour faire le montage d'un podcast qui dure bêtement 20 minutes, il me faut 3 heures. Bon. Mhm. Comment? Et donc, moi, le fait de déléguer cette partie du montage me fait économiser 3 heures par semaine. Moi, 3 heures par semaine, typiquement, je vais avoir un ou une coachée en plus par mois. Mhm. Donc, ça me fait potentiellement 1 000 à 2 000 euros en plus tous les mois. Et là, je compte juste l'aspect temporel. C'est-à-dire que Mhm. la valeur du montage de mon podcast tous les mois, 1 000 euros de valeur. Ça ne veut pas dire que le prix sera à 1 000 euros, mais en termes de valeur, on se place déjà ici. Donc voilà. Hyper intéressant parce que justement, j'allais te demander comment on fait, notamment parce que moi, j'accompagne les entrepreneurs à lancer un podcast pour attirer leurs clients. Donc, on parle de business, on parle de podcast, on inclut le podcast dans le business. Et c'est vrai qu'on ne Mhm. sait pas à quel moment ça peut être rentable. Alors, oui, on parle de nos offres, oui, on peut mettre en place de la monétisation, mais comme ça prend du temps, bah, du coup, tu dois le voir sur long terme. Et ton exemple, il est hyper pertinent parce que quand ça c'est en place et que c'est, alors déjà, au lieu de mettre 2 ans à lancer un podcast, eh ben, du coup, on le fait en 2 mois et il est en clé en main A à Z et il est dans ton business et c'est bon, t'as plus qu'à dérouler. Et du coup, après, tu peux déléguer facilement et simplement parce que tous les process sont donnés, en fait. Je donne Mhm. littéralement tout ce que je fais depuis 3 ans, en fait. Euh, les personnes gagnent du temps, elles peuvent vendre à travers leur podcast, mais c'était hyper pertinent que tu puisses dire que quand tu délègues quelque chose, bah, toi, tu reprends ton temps et ce temps-là a de la valeur. Mhm. Très bon exemple. Mais du coup, Exactement. c'est quoi la valeur perçue? Alors, en fait, depuis le début, on parle de valeur réelle, Mhm. surtout, c'est-à-dire, je répète, l'ensemble de l'impact qu'a ce que tu fais auprès des personnes. Mais c'est pas parce que tu as une très bonne valeur réelle auprès d'un groupe de personnes que ces personnes seront capables de l'avoir. C'est-à-dire que, comment dire, si tu as une très bonne valeur réelle, mais que les gens sont incapables de l'avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne valeur perçue, tu auras du mal à vendre derrière. Mhm. La valeur réelle va dépendre de ce que tu fais concrètement. Enfin, qu'est-ce que ce que tu fais va apporter aux gens concrètement. La valeur perçue va dépendre d'à quel point tu la mets bien en avant. Donc là, intervient marketing, branding, storytelling. Enfin Mhm. bref, Truc tous en ces ing. trucs-là. Voilà, tous les trucs en ing, ouais, copywriting. Enfin bref, Voilà, tous tous ces ces trucs en genres- ing, on y va. tous ces trucs-là, faire en sorte que augmenter, comment dire, de mettre en lumière la valeur de ce que tu apportes.
Mmh. Et on va surtout, en général, se baser plus sur enfin, c'est bien de connaître la valeur réelle enfin, il faut connaître la valeur réelle de son offre, mais on va plus se reporter à la valeur perçue pour avoir quelque chose de plus tangible. Pourquoi? Parce que l'exemple le plus parlant que je puisse donner, c'est les livres. Les livres, ils ont une quantité d'informations assez incroyable. Tu peux vraiment avoir des déclics extrêmement forts avec un Mmh. livre que tu auras lu. Pour autant, est-ce qu'il y a il y a des livres qui vraiment, grâce à ça, tu peux devenir millionnaire? Enfin bref, juste parce que tu as eu un déclic à un moment donné. Est-ce que pour autant, il y a des livres qui coûtent plusieurs millions? Non. Enfin, Mmh mh. un livre, ça coûte 10, 15, 20, 25 euros, mais c'est très rare que ça va augmenter truc Mmh. parce que même si ça a une très grande valeur réelle, la valeur perçue, enfin, vu le format, est très, comment dire, est ramené à la baisse par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que valeur réelle, c'est bien. Valeur perçue, faut réussir comment dire, à la mesurer aussi. Mmh. Parce que même si tu as une très bonne valeur réelle, ben, si tu ajustes à la valeur réelle, mais que tu n'as pas une valeur perçue qui est alignée, bah, tu n'arriveras pas à vendre parce que les gens vont te dire que tu les arnaques. Mais surtout, on va éviter de complexer les personnes qui se lancent ou qui redéveloppent leur entreprise, qui sont en train de tout réfléchir et tout refaire. Typiquement, des personnes qui, avaient une image de marque ou qui construisent une image de marque, sachez, vous pouvez quand même vendre en working progress, qu'on ne vous dit pas aujourd'hui d'avoir un site internet, léché, d'avoir, un Instagram parfaitement parfait avec un feed exceptionnel. Hem Calm down. On n'est pas là du tout Alors, en train de vous complexer. Alors en fait, justement, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'était des éléments qui peuvent augmenter ta valeur perçue. Mmh mh. Pour autant, tu n'en as pas forcément besoin pour avoir une bonne valeur perçue, hein. Des fois, par exemple, il suffit d'avoir une bonne proposition de valeur. Enfin, tu sais, comment dire, de réussir à bien dire quelle problématique tu règles auprès des personnes, et Mmh ça mh. suffit. Genre, il y a des personnes qui réussissent très bien, alors que ça se voit. Enfin, en tout cas, moi, je le vois de très loin, qu'ils n'ont pas de graphiste derrière, il n'y a pas eu le truc, et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir une bonne valeur perçue. Il y a plein Complètement. d'éléments. En fait, c'est juste des choses qui viennent par faire la chose. Parce que si on devait tout faire, tout savoir avant de lancer, ben, ce On serait un se peu lancerait compliqué. jamais. Voilà, par exemple, la preuve sociale, c'est une bonne chose qui peut augmenter ta valeur perçue. Pour autant, quand tu débutes, ben, tu n'as pas de preuve sociale, tu viens de débuter, tu preuves de social le quoi. Et Mmh mh. pourtant, tu peux vendre quand même. Par exemple, ben, moi, j'ai réussi à vendre mes premiers accompagnements, alors que ben, factuellement, je le cache pas, je sors de nulle part. Donc, preuve sociale, niette. Et pourtant, ça, j'ai pu vendre au début. Donc, c'est des éléments qui peuvent t'aider à augmenter ta valeur perçue, à vendre plus facilement. Pourtant, ils ne sont pas forcément nécessaires. Mmh. Quand on parle, de vendre, d'augmenter ses prix, généralement, quand on commence à vouloir augmenter ses prix, on a tendance à ajouter des choses dans son offre pour un peu, tu sais, combler le truc. Genre, j'augmente, j'ajoute, j'ajoute. Et finalement, en fait, c'est un escalier sans fin où plus tu vas augmenter, plus tu vas ajouter des choses, plus toi, tu vas ajouter de la valeur, en fait. Et en fait, essaye d'augmenter aussi cette valeur perçue. Mais en fait, c'est sans fin. Est-ce qu'il est possible de vendre à prix élevé sans en fait arrêter d'y mettre toute sa vie, de tout construire à l'intérieur, de dire: «Allez, j'y balance tout, mon chat est compris», pour justifier un tarif? Comment on fait? Alors, effectivement, c'est possible. En fait, déjà qu'on peut avoir cette croyance tout seul, elle est un peu appuyée par le fait que, il y a des personnes qui, parlent du fait: «Oui, si tu veux augmenter tes prix, il faut augmenter la valeur de ton offre» et cetera. Ce qui est vrai, hein, quand tu as un prix, quand tu as une offre dont le prix est aligné à la valeur de ton offre, effectivement, tu veux augmenter le prix, tu augmentes la valeur. Le problème, c'est que la plupart des personnes, je pense, qui vont écouter cet épisode de podcast, la base est fausse. Vous n'avez pas actuellement un prix qui est aligné à la valeur de votre offre. C'est juste un rééquilibrage. Donc, il n'y a pas à rajouter des choses dans votre offre pour avoir un Mmh. prix juste. Justement, vous touchez rien à ce qu'il y a dans l'offre, juste la valeur qu'elle a actuellement. Euh, Venir réaligner ça. Et après, vendre, concernant la question est-ce qu'on peut vendre à prix haut, entre guillemets, euh, ben oui, en fait, parce que en fait, déjà, le prix haut, du coup, à remettre dans un contexte aussi, Mais un peu oui, comme j'ai dit précédemment, par rapport à quoi, c'est ça? par rapport à quoi? Par rapport à qui? Tu sais, c'est toujours l'exemple que je donne toujours, c'est Apple. Oui, la majorité des personnes trouvent que les prix d'Apple sont abusés. Est-ce que ça l'empêche d'être l'une des entreprises les plus lucratives du monde? Non. Mmh mh. Donc, ça dépend auprès de qui. Et en fait, oui, tu peux tout à fait avoir des prix, comment dire, en fait, je il n'y a pas de problème à avoir un prix juste aligné avec la valeur de ce que tu fais auprès des bonnes personnes, et cetera. Si ça se traduit par augmenter ton prix,
Historiquement, moi, personnellement, ça m'est arrivé plein de fois qu'on est vraiment. Au niveau augmentation, on était pas mal, hein. En moyenne, c'est un chiffre que j'aime bien mettre en avant, mais en moyenne, les personnes qui ont travaillé avec moi ont augmenté leur prix de 150%. Ça fait entre x2 et x3. On est dans des augmentations plutôt pas mal. Mais pourtant, en fait, on n'a pas forcément ajouté des choses dans l'offre parce que, comment dire, c'est pas nécessaire de mettre, comme tu disais, toute sa vie dedans. Simplement, est-ce que dans ton offre, il y a de quoi répondre à la problématique de pourquoi est-ce que la personne a pris cette offre-là? Oui, bah elle a eu ce pourquoi elle a payé. Mmh. Souvent, c'est justement ça, on parle quand on augmente ses prix, les personnes ont tendance à dire, les entrepreneurs ont tendance à dire: «Oui, mais il y a moins cher ailleurs, ils vont aller voir ailleurs, en fait. Pourquoi ils viendraient chez moi?» Comment on peut répondre à ce type de croyance et comment, en fait, on peut s'en libérer surtout? Alors, le truc, c'est que le fait de penser que simplement parce qu'il y a moins cher ailleurs, on ne va pas réussir à vendre, c'est comment dire, un symptôme d'un mal un peu plus profond. C'est-à-dire que ça veut dire que tu considères que en grande partie actuellement, les personnes qui décident de travailler avec toi le font par rapport au prix. Mmh. Et pour moi, c'est une sorte de red flag parce que ça veut dire que, ben, justement, moi, je me bats pour faire en sorte que tu sois choisi par toi et pas par rapport à tes prix. Mais surtout que si c'est ça, ben en fait, tu es un peu, comment dire, tu es dans une espèce de spirale infernale parce que les prix, il y a toujours moins cher que nous. Donc, si le truc c'est il y a moins cher, donc les gens vont aller vont aller voir les autres parce qu'il y a moins cher, eh ben, tu peux tout de suite faire du gratuit parce que je suis prêt à mettre ma main à couper que ce que tu fais actuellement, il y a des personnes qui le font gratuitement. Donc, en fait, Mmh. peut-être que tu devrais payer les gens pour qu'ils acceptent de travailler avec toi si tu veux être moins cher que les autres. Donc, en fait, tu peux pas être, tu peux pas être la personne la moins chère du monde. Donc, par essence, ça, c'est un red flag si à l'heure actuelle, c'est vraiment un argument, un gros argument pour toi du fait que tu sois moins cher que les autres, etc. Donc, surtout, mais du coup, maintenant, pour répondre à la question, oui, mais les personnes qui veulent aller voir moins cher ailleurs, etc. On aura toujours en fait, parce que comme il y a toujours des personnes, je reviens sur l'histoire de valeur, hein, mais il y aura des personnes qui ne verront pas autant de valeur dans ce que tu fais que ce que tu y as mis. Des fois parce qu'ils ne la voient pas, parce que à cause d'un problème de valeur perçue, certes, mais des fois simplement parce que ça ne les concerne pas à ce Mmh. point-là. Comment dire par exemple, il y a les graphistes. Quand tu fais un logo, en fait, il y a beaucoup et qui se disent oui, mais il y a plein de personnes qui disent oui, mais c'est juste un dessin, etc. Les personnes qui disent que c'est juste un dessin, c'est qui? C'est des personnes, c'est des particuliers ou des personnes, genre ils vont lancer une chaîne YouTube, ils veulent un logo pour leur chaîne YouTube, etc. Bah oui, Mmh. effectivement, qu'ils voient pas de valeur dans ce que tu fais. C'est pas qu'il y a un problème de. En fait, c'est juste qu'ils mettront pas plus parce que eux, ça a très peu d'impact pour eux, tu vois. Et Mmh. donc en fait, si tu veux faire en sorte que les gens décident de travailler avec toi, même s'il y a moins cher ailleurs, que t'es pas tout le monde qui se dit mais il y aura moins cher ailleurs, etc. C'est de faire en sorte justement que le prix ne soit pas un élément qui va entrer dans la décision de la personne, enfin juste si elle a les moyens ou pas évidemment, mais Mmh. que ce soit pas l'élément décisionnel de la personne, mais vraiment que ce soit juste une vérification à la fin. Mais ce qui va faire qu'elle va travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, c'est que ce soit tes L'impact. valeurs, tes convictions, ta personnalité, l'impact que tu vas y apporter, le langue sur lequel tu prends tes problématiques, bref, une infinité de choses qui ne concernent pas le prix en définitive. Mmh. Là-dedans, on entend quand même un peu sous-jacent une histoire de confiance en soi et aussi de légitimité. Est-ce que quand on n'a pas bien confiance en soi, on a tendance quand même à se dévaluer et ça se ressent au niveau des prix? Alors, oui, mais je dirais que c'est pas faut pas voir ça comme une fatalité en mode: «Ah mais je peux pas augmenter mes prix, j'ai pas confiance en moi». Mmh. Pourquoi? Parce que, la confiance est la conséquence de l'action et pas l'inverse. C'est-à-dire que l'imaginaire qu'ont les personnes, c'est: «OK, j'augmenterai mes prix quand je serai assez confiant, confiante pour, faire ces nouveaux prix». Ça Mmh. n'arrivera pas. C'est quand tu les auras mis, que tu auras eu l'impression de faire un saut dans le vide. Ça va te faire peur, hein, c'est normal, tu vas vraiment avoir l'impression de faire un saut dans le vide. Voilà, quand tu vas annoncer ton prix ou que tu vas mettre ton prix sur ton site, faire ton devis, etc. Quand, en fait, tu verras que les personnes qui estiment vraiment la valeur de ton travail auront dit oui, c'est à partir de ce moment-là que tu vas dire OK, en fait, ça passe, etc. Mais tu ne pourras pas te sentir confiant en avance. Comment dire, c'est pas. Si vraiment tu as un problème de légitimité et de confiance, tu ne pourras pas te sentir légitime et confiant en avance. En revanche, ce qui peut t'aider à te sentir plus légitime, c'est qu'en fait, en ce qui concerne les tarifs, à partir de quand on se sent illégitime, quand on a l'impression de demander plus de valeur aux personnes de manière monétaire que de valeur qu'on leur apporte avec notre travail. Et Mmh. donc, si tu veux pouvoir te sentir plus légitime à ce niveau-là,
on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà de définir la valeur de ce que tu fais. Venir dire, OK, combien vaut mon travail? Voilà, et déjà, ça peut déjà t'aider à passer le pas parce que contrairement à avant, tu as conscientisé vraiment quelle valeur a ton travail. Alors que tant que, tu sais, surtout quand tu n'as pas confiance au début, tu auras tendance à te remettre au jugement des autres pour vérifier la valeur de ce que tu fais. Mhm. Tu n'auras pas fait cet exercice avant de voir, OK, quelle valeur ça va apporter aux gens. Et donc, ça te met plus dans le fond qu'autre chose parce que souvent, les personnes à qui on demande n'ont pas les éléments pour savoir quelle valeur a notre travail. On va demander à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos amis, sauf qu'en général, c'est pas notre clientèle cible. Donc, c'est comme l'histoire du logo pour la chaîne YouTube. Mhm. Ils vont pas voir ils sont incapables de te dire est-ce que c'est le bon prix ou pas, est-ce que c'est la bonne valeur ou pas. Donc voilà. Et donc, on en revient un petit peu à son étude de client idéal et de marché, finalement. Enfin, Oui, quand je dis marché, pas le toujours. tarif des concurrents, mais du coup, oui, où se trouve son client idéal dans le Toujours. monde et quels sont ses moyens? Toujours, c'est l'un des premières choses que je fais, que ce soit dans mes accompagnements, dans ma formation, etc., c'est le client idéal. On y revient Mhm. toujours parce que c'est de là que partout. Si tu connais pas ton client idéal, tu sais pas quelle valeur a ton travail, que Mhm. ce soit la valeur réelle ou la valeur perçue. Tu sais pas combien les gens auront d'argent pour investir dans ce que tu fais. En fait, si tu n'as pas cette information, tu peux rien faire en fait. Mhm. Comment dire? Et c'est ce qui fait qu'en fait, en général, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas faire ce travail de client idéal. Elles vont dire, oh, bah, c'est pas grave, ou bien elles ont été traumatisées par le fait que oui, c'est quoi son plat préféré? Et puis, voilà, là, on peut comprendre qu'on peut se sentir traumatisé après ce genre de questions, mais on va se dire, oh, je vise un peu tout le monde, etc. Oui, mais un peu tout le monde, du coup, tu risques C'est de un te peu mettre des bâtons personne. dans les roues. Voilà, c'est un peu personne. Que la valeur de ce que tu fais en fonction d'un particulier, un solopreneur, une start-up, une multinationale, ça va changer. Donc, Mhm. ça va être très difficile de pricer et de te sentir légitime avec ça si tu connais pas les personnes que tu vises, en fait. Bien sûr. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait son étude de persona et qu'on va mener des interviews pour valider toutes les hypothèses, on valide du coup l'hypothèse de bah, cette personne, je pense qu'elle a X budget pour répondre aux problèmes que je veux résoudre moi-même. On pose clairement la question. Ouais, alors du coup, vu que tu lances là-dessus, en fait, il y a 3 questions que je conseillerais toujours de poser quand on vient valider ça. C'est alors évidemment, question basique, c'est valider la problématique de la personne, les Mhm. conséquences, etc. C'est quoi comment dire? Alors, pas c'est quoi son budget, combien d'argent elle a disponible? C'est 2 Mhm. choses différentes. Pas combien d'argent elle est prête à mettre dans ton service, mais vraiment combien d'argent elle a voilà, je sais pas, une trésorerie ou je sais pas trop pas combien elle a disponible. Parce que faire en sorte qu'elle puisse aller gratter plus loin dans sa trésorerie parce qu'elle voit plus de valeur dans ce qu'elle fait, c'est ton boulot. Comment dire, on n'est pas encore au stade de lui demander c'est quoi son budget pour faire ci ou ça, Mhm. etc. Et concernant, si tu veux, et en fait, surtout la question qu'on oublie souvent de poser, c'est mesurer sa valeur perçue. C'est le meilleur moment pour mesurer sa valeur perçue. Mais on va pas faire alors selon toi, tel service, ça vaudrait combien? Non, parce que là, la personne, elle va essayer de se rattacher à ce qu'elle a déjà vu ailleurs, etc. Mhm. Elle va pas essayer de vraiment voir la valeur dans ce que tu fais. La question qu'on va poser, c'est, tu m'as dit que tu avais telle problématique, tu voudrais avoir ça, avec tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. Si jamais tu passais de cette situation A à cette situation B, ça vaudrait combien à tes yeux? Et donc là, en fait, c'est ton offre, parce que le pont entre la situation A et B, a priori, c'est l'offre que tu proposes. Mais toi, c'est vraiment la question, c'est si tu passais de cette situation A à cette situation B, combien ça vaudrait selon toi, comment dire, qu'est-ce que tu en retirais? Et donc là, tu as mesuré ta valeur perçue. Ce sera ton travail Mhm. après de faire en sorte de montrer en quoi ton offre est ce pont en question, mais toujours profiter de ces interviews, de demander aux gens pour mesurer sa valeur perçue directement sur le terrain avec des vraies personnes. Complètement. Merci beaucoup pour ces 3 questions qui sont absolument essentielles. Max de valeur là. Ouais, ça me fait plaisir. Et si on n'est pas à l'aise avec le montant justement qui est indiqué par notre client idéal, si on n'est pas à l'aise avec tout ce calcul qu'on a fait avant, avec ce qu'on estime être à la hauteur de ce qu'on met à l'intérieur, à la hauteur de la valeur perçue, si on n'est pas à l'aise avec le montant final, comment on fait pour vendre? Pas à l'aise dans le sens où on trouve que c'est trop élevé. Ouais. Ou même, on peut se dire que oh, mais non, c'est trop bas finalement. Dans les deux cas, on peut ne pas être à l'aise. Alors, euh, je dirais que, en fait, j'ai encore, comment dire, si tu as fait le travail de mesurer la valeur de ce que tu fais, etc., déjà, ne pas du tout être à l'aise,
Bon, pourquoi pas? Mhm. Le truc, j'ai pas encore rencontré le truc, mais je pense que ok, ça pourrait être une possibilité. Mais en fait, comment dire? Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est-à-dire c'est quoi le montant le plus proche. Alors, si jamais c'est un montant trop haut pour toi, Mhm. c'est quoi le montant le plus proche sur lequel, alors tu as peur de le faire, mais ok, tu vas pouvoir le faire, mais Mhm. ça te met mal à l'aise. Mais voilà, ok, celui-là, ça passe. Et en fait, tu vas y aller au fur et à mesure. Et comment tu sais que c'est bon, tu passes au palier suivant, c'est quand tu es à l'aise quand tu es à l'aise avec celui avec lequel tu es actuellement. Pas quand Mhm. tu es à l'aise avec le suivant, mais quand, voilà, ok, bon, bah, ce prix-là, c'est passé, etc. Tu peux y aller petit à petit pour augmenter, pour aller au fur et à mesure. Parce que si tu t'auto-sabotes parce que vraiment le prix avec lequel tu n'es pas à l'aise, bon, ça va pas le faire. À l'inverse, si le prix qui en ressort est trop bas, parce que tu n'as pas l'air d'avoir que la valeur perçue a l'air de bloquer quelque part, en fait, là, pour le coup, alors, le prix que tu mets, ben, c'est celui de ta valeur perçue, parce que ben, sinon tu auras du mal à vendre. Mais en gros, là, ton objectif numéro un, c'est d'augmenter ta valeur perçue. Et donc, tu mets en place soit des stratégies de preuve sociale, soit comment tu essayes de retravailler ton copywriting, ton branding, etc. Mais Mhm. vraiment, là, ta priorité numéro un, c'est d'augmenter ta valeur perçue. Mhm. Et donc, pour arriver au prix qui est OK pour toi. Et voilà. Ok, parfait. J'ai quand même la sensation, avec tout ce qu'on s'est raconté, que c'était quand même un peu plus simple de fixer les tarifs sur une offre complète, on va dire sur, oui, sur une formation ou un programme d'accompagnement, du coaching, etc. Mais qu'en est-il quand on vend que, et la grosse guillemets que les gens ne voient pas, mais c'est pour ça que je dis que, son temps? Comment est-ce qu'on fixe le prix de son temps? Alors, moi, j'ai une réponse très simple. On ne le Mhm. fixe pas. Yes. C'est bon, épisode terminé, on a la meilleure info du jour. En fait, j'ai dit plutôt, la quantité de temps que tu passes sur quelque chose n'est pas représentative de sa valeur. Donc, par essence, ça n'a pas vraiment de sens de pricer autant. Donc, que ce soit à la journée, à l'heure, etc. Effectivement, quand tu connais le tarif, tu peux rebondir sur, OK, ça revient combien ça revient combien à l'heure ou à la journée, Mhm. etc. Tu peux faire le sens inverse, mais dire, oui, est-ce que je vais pricer 100 euros de l'heure? Est-ce que je vais pricer 35 euros de l'heure, etc. C'est compliqué parce Mhm. que le temps que tu passes sur quelque chose n'est pas représentatif de la valeur de ce que tu fais. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu passes peu de temps sur quelque chose que ça en vaut pas beaucoup, et c'est pas parce que tu passes beaucoup de temps sur quelque chose que ça en vaut beaucoup. Mhm. Et en fait, du coup, l'alternative, ce serait de la majorité du temps faire en sorte d'avoir des offres qui soient déjà faites, quand bien même on est prestataire de service. Comment dire, souvent, en fait, les gens ils disent oui, mais je peux pas faire je peux pas faire d'offres préfaites parce que les problématiques des personnes changent et puis il y a plein de situations différentes. Souvent, les personnes à qui j'échange 2 minutes avec elles et en fait, elles se rendent compte que c'est pas trop le cas en réalité. Mhm. Parce qu'en fait, en général, on n'arrive pas à dire oui, mais en fait, il y a plein de cas différents, soit parce qu'on n'a pas défini son client idéal, donc on en revient sur une problématique qu'on a dit plus tôt, Complètement. soit que on a l'impression de voir plus de complexité enfin, soit on donne un pouvoir de décision dans les mains de son client que c'est pas vraiment une bonne idée de lui donner ce pouvoir de décision-là. Exemple, les community managers ont tendance à laisser leurs clients choisir combien de posts ils font par semaine. Sauf que, a priori, la plupart du temps, surtout quand on est dans de petites structures, là, etc., quand ils délèguent, c'est certes pour gagner du temps, mais aussi parce qu'ils y connaissent pas grand-chose, qu'ils savent pas trop gérer, etc. Ils en ont aucune foutue idée de Mhm. savoir est-ce que c'est une meilleure idée de faire 2 posts ou 3 posts ou 5 posts sur Instagram, etc. Et donc, eux, ils vont juste voir, oh, c'est quoi qui revient moins cher c'est quoi qui revient moins cher, truc. Et alors que c'est toi, en tant que personne dont c'est le métier, tu es professionnel, c'est toi qui sais c'est quoi le plus pertinent pour la personne. Et donc, c'est le genre de choses où tu laisses le choix aux personnes alors que c'est pas très pertinent. Par exemple, les web designers qui vont dire oui, mais je fais des tarifs autant parce que ça dépend si le site, ça dépend si le site qu'on me demande de faire, c'est un site vitrine ou un site e-commerce. Mhm. Tu fais une offre site vitrine, une offre site e-commerce. Tu vois, comment dire, quand tu fais un site, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire 3 pages à propos et 5 accueils et puis 2 non, tu vois, je veux dire, la plupart du temps, tu peux laisser une part de liberté si jamais tu dois ajouter une option, je sais pas trop quoi, Mhm. pour un besoin particulier, mais la plupart du temps, ça peut se résumer à une ou deux ou plusieurs offres. Si tu dois en faire plusieurs, fais-en plusieurs. Mais c'est pas nécessaire de faire un pricing autant parce que comme j'ai dit, c'est rarement pertinent. Après, il y a des métiers, on est obligé de faire un pricing autant parce que c'est
conventionnellement, c'est obligatoire. Mhm. Mais c'est pas le cas de la plupart. C'est des métiers réglementés, genre avocat ou. Oui, c'est ou, ça. donc, je pense pas que ça va concerner beaucoup de personnes ici. Mais il y a quand même pas mal de coachs qui vendent leur temps parce qu'ils sont en consultation, ils sont en rendez-vous avec leur coaché. Du coup, si je rejoins ce que tu disais, c'est pas forcément une bonne chose. Vaut mieux packager son offre et dire X rendez-vous, temps, point barre. Enfin, pas temps, Euh, je dis temps, monnaie, ça vaut tant. Ouais, bah, en gros, oui. Après, c'est vrai que par exemple, si c'est une séance unique, ça Mhm. pose un peu plus de questions parce que Mm. là, en l'occurrence, pour les séances de consulting, là, c'est vraiment open bar. Genre, tu sais pas encore enfin, bref, la personne peut te contacter pour plusieurs personnes, pour plusieurs raisons différentes, etc. Ce que tu peux faire, alors, pour rester dans le packaging, tu peux simplement faire en sorte que la personne t'indique, enfin, par exemple, au lieu de juste avoir dire prends un consulting avec moi, tu fais OK, un consulting en fonction de la problématique que la personne veut régler. Donc, mais ça nécessite du coup de bien connaître son client idéal, quelles Mhm. problématiques on pourrait te contacter, etc. Mhm. Et si vraiment tu veux laisser en mode open bar, tu peux laisser la séance de consulting à un certain tarif. Et là, du coup, tu te bases sur, OK, la plupart des personnes qui viennent te voir, elles vont venir pour des problématiques, à quel point ça va ça va les aider, etc. Et donc, tu prices en fonction de ça, mais en définitive, c'est pas un tarif à l'heure. Et du coup, si c'est une histoire de plusieurs séances, bah, a priori, tu sais, enfin, si tu dois savoir combien de séances a besoin la personne, c'est que tu sais quelle problématique elle a besoin. Si tu connais quelle problématique elle a besoin, c'est ça qui importe sur la valeur de ce que tu fais et non pas combien de temps tu y passes. Mm. Waouh. Ça, ce sera le passage à écouter au ralenti et à prendre des notes, s'il vous plaît. Passage hyper important qu'il va falloir se graver quelque part, le mettre sur le bureau ou j'en sais rien. Prenez des notes. J'aurais dû le prévenir, tu sais, au début de l'épisode. C'est pas grave. Faudra réécouter l'épisode. On s'approche tout doucement de la fin et je suis persuadée que les auditeurs et les auditrices qui ont pris le temps de nous écouter, déjà merci, auront sans doute envie, besoin de travailler avec toi. Comment est-ce qu'on travaille avec toi aujourd'hui pour fixer nos tarifs? Du coup, pour la question pour fixer ses prix, il y a une manière extrêmement simple qui est la plus efficace, je veux dire, c'est ma formation, le pricing de valeur. Yes. La formation de pricing de valeur, c'est une formation que j'ai sortie mois, il y a quelques mois, semaines, Mhm. je perds la notion du temps, qui est en fait le résultat justement de mes 2 ans où j'ai accompagné les personnes, etc. Comme j'ai dit, j'ai pu aider les personnes à augmenter leur prix de 150% en moyenne, etc. Et vraiment, le but de cette formation-là, c'est de faire en sorte que tu te sentes légitime, à l'aise avec tes prix, et que ce soit des prix qui soient juste autant pour toi que ta clientèle, et vendre même s'il y a moins cher ailleurs. Mhm. Et donc, cette formation, elle va t'aider à comment on reprend les bases sur c'est qui ton client idéal, ton offre, comment bien définir les bénéfices de ton offre, etc. Définir tout dont tu as besoin pour faire ton choix de prix, Mhm. te sentir légitime avec ça. Et on finit sur augmenter ta valeur perçue, les stratégies que tu mets en place, comment tu fais ta page de vente, tes éventuels appels de vente. Bref, ça couvre tout de A à Z de manière concrète pour que tu puisses pricer au prix juste, te sentir légitime avec ça et faire en sorte que les gens soient prêts à payer, même s'il y a moins cher ailleurs. Trop bien, merci pour toutes tes infos. Et les liens seront disponibles en description de l'épisode, évidemment. Avec toutes les questions que je t'ai posées, avec tout ce sur quoi nous avons échangé pendant une quarantaine de minutes, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Attends, je réfléchis. Sachant qu'il faudra que tu y répondes, hein. Alors fais attention. Euh, Attends. Là, il n'y a rien qui me vient en tête, hein. Mhm. Mais et puis j'ai toujours. Non, là, il n'y a rien qui me vient. On a fait un sans faute, du coup. Ouais, ça m'a l'air OK. Waouh, trop bien, parfaitement parfait. Sûr de sûr? Tout va bien? Ouais, tout Trop va bien. bien. Merci pour cette presque heure passée en ta compagnie. Le max de valeur, de conseils, ton sourire qui a illuminé mon après-midi, puisque moi, c'est un début d'après-midi. Je crois qu'on a quand même un décalage horaire entre nous deux. C'est quelle Oui, heure il y a chez toi? 2 heures. Ok, Il est 17h. ok. Donc toi, c'est sur une fin de journée, moi, un début d'après-midi. Merci beaucoup, Antoine, pour ta présence, pour tes conseils. Tu reviens quand tu veux. Vraiment, porte grande ouverte. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Un grand merci à toi.
Bye bye. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!